Alors les amis, juste avant de démarrer la vidéo, elle arrive très vite, mais juste avant, je voulais prendre ce petit instant pour adresser un message de soutien à Sébastien Haller, auquel on a diagnostiqué il y a quelques jours une tumeur testiculaire. Voilà, en tant que nouvel attaquant de Dortmund, il avait une place fondamentale dans cette vidéo, à la fois parce que c'est un top attaquant, top buteur, magnifique à l'Ajax, etc. Mais aussi parce que c'est un super mec que j'ai eu le plaisir de croiser il y a quelques mois dans le cadre d'une émission. Et vraiment, il se rendait disponible, se creusait la tête pour rentrer en profondeur sur des questions techniques, de jeu, comment il avait progressé en tant que buteur, etc. Bref, c'était vraiment cool de sa part. Et un bon gars, je lui envoie tout mon soutien, toute ma force pour l'épreuve qu'il vit. N'hésitez pas à vous joindre à moi dans les commentaires. Voilà, on pense à lui et on espère que ça va aller. Et maintenant, on se retrouve pour notre vidéo. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler mercato de Bundesliga. Alors, c'est peut-être en Allemagne. Pour l'instant, on a fait la Première Ligue, on a fait la Serie A. On va essayer de faire tous les championnats. C'est peut-être en Allemagne que le mercato est le plus fou pour l'instant. Lewandowski et Haaland s'en vont. C'est les deux grosses nouvelles, deux énormes pertes pour ce championnat et pour leurs clubs respectifs. Et pourtant, on peut vraiment argumenter que les deux, le Bayern et Dortmund, se sont renforcés et sont meilleurs que l'année passée. Le Bayern a fait un énorme mercato, Dortmund est en train de faire un énorme mercato, Leipzig et Leverkusen derrière eux, ça c'est les 4 clubs du top 4 de la saison passée, Leipzig et Leverkusen ont gardé leurs joueurs phares et ont ajouté quelques superbes pièces. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc voilà, avant même de commencer à m'enregistrer, je vois tout ce que j'ai à raconter ici. On va peut-être partir sur la vidéo la plus longue de l'histoire de la chaîne, en tout cas une des plus longues de l'histoire de la chaîne, ça c'est certain. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire c'est installez-vous bien, on va faire un petit tour du côté de l'Allemagne, installez-vous confortablement. Et c'est parti, on commence avec Dortmund. Alors Dortmund déjà bien sûr, c'est l'évidence, il y a la perte d'Erling Haaland, juste ici, parti pour 60 millions d'euros à Manchester City. On y a consacré une vidéo, le gars a marqué 85 buts en 88 matchs, toutes compétitions confondues. Ça va toujours être difficile à remplacer, ça allait toujours être difficile à remplacer. Parmi les autres départs, il y a la fin de contrat de quelques joueurs historiques, notamment le duo de gardiens suisses Roman Bürki et Marvin Hitz, les deux gardiens suisses du Borussia Dortmund qui ont été remplacés finalement la saison passée, en début de saison précédente, par un troisième gardien suisse, Gregor Kobel, qui est beaucoup plus jeune, 24 ans, qui est donc arrivé l'été dernier et qui a pris la place de titulaire. Parmi les autres joueurs qui quittent le Borussia Dortmund cet été, il y a bien sûr Dan Axel Zagadou, donc 23 ans, fin de contrat pour lui également. Il avait en gros des problèmes de genoux depuis un moment, il a raté 83 matchs à cause de blessures sur les 5 dernières saisons. En début de mois, là, en début de juillet, il était pisté par pas mal de top clubs. Je voyais United, l'Inter, l'Atlético, ce qui dit quand même pas mal de choses sur son talent quand il est fit, quand il est prêt. Mais Dortmund en a tellement peu profité que voilà, c'est dur à dire, c'est dur de dire que c'est une perte significative pour Dortmund, moins que celle d'Axel Witsel par exemple, qui s'en va libre donc à l'Atlético Madrid, ça date d'il y a quelques semaines. Il était quand même plutôt sur la fin, je dirais, de sa carrière à Dortmund, de son rendement à Dortmund depuis sa blessure au tendon d'Achille en 2021, comme on voit, il a 33 ans. Il était quand même plutôt sur la fin, mais il a bien dépanné la saison dernière. Donc ça, c'est le profil d'Axel Witsel. On voit sur la saison 2021-2022, il a fini par jouer quand même 2700 minutes et plus, toutes compétitions confondues, 29 apparitions de Bundesliga. Il y a eu pas mal de blessures dans l'entrejeu, et du coup, il a rendu de bons services. Il était la plupart du temps titulaire. Il a même fini, il a joué quelques matchs en mars, où il a pris le brassard de capitaine parce que Marco Reus n'était pas là. Donc voilà, c'est une perte plus significative que celle de Dan Axel Zagadou. Et enfin, il y a quelques autres petits départs, Stephen Digges à Cologne par exemple, mais le départ que j'ai envie de souligner, parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler en France, pourtant on parle souvent, tout ce qu'on dit sur les one club men, les gars qui font leur carrière dans un seul club, cette espèce disparue, etc. On regrette beaucoup les joueurs qui incarnent cet esprit. Et pourtant, on n'a pas beaucoup parlé de la retraite de Marcel Schmelzer. Alors, je pense que c'est pour une chose, c'est que ça faisait un petit moment qu'il jouait plus. Je crois que ça fait 2 ans quasiment qu'à cause d'une blessure au genou, on ne l'avait pas vraiment vu sur les terrains. Mais voilà, on peut prendre un moment pour honorer sa légende. Il met fin officiellement donc cet été à 14 ans de carrière, on le voit ici. Bon, il était post-formé en tout cas à Dortmund U19, la réserve de Dortmund. Il fait ses premiers pas en pro à Dortmund en 2008, ici, 14 ans plus tard, 14 ans en jaune et noir.
pour Schmelzer, une légende absolue du BVB qui a fait ses débuts en pro sous Klopp donc en 2008, qui a marqué le but de la victoire contre le Real Madrid en 2012. C'est pas le match du quadruplé de Lewandowski, mais c'était la même saison. Il y en avait eu un qui a été un peu oublié, normal, mais c'était un peu plus tôt dans la saison, c'était en phase de groupe. Schmelzer, cette saison-là, c'est aussi la dernière touche de balle du match contre Malaga en quart de finale de Ligue des Champions, une intervention à son image, et l'embrassade avec Klopp au coup de sifflet final dans la foulée. Voilà, un petit hommage pour cette légende et pour rappeler que Dortmund est quand même un club un peu spécial par rapport à ça. Donc il y a Schmelzer, mais quand on pense aux carrières de Roman Weidenfeller, qui a pris sa retraite il y a quelques saisons, quand on pense à Lukas Piszczek de l'autre côté, latéral droit par rapport à Schmelzer, quand on pense à Marco Reus, en l'occurrence, tous ont joué quelques saisons dans un autre club avant de jouer pour le Borussia Dortmund. Ils ne sont pas stricto sensu formés au club, mais ils ont tous été là plus de 10 saisons et ils ont pris leur retraite à Dortmund. Ils ont été et ils continuent d'être, en l'occurrence pour Marco Reus, les garants d'une identité et d'une histoire forte. Je trouve que ce club ne fait pas exactement les choses comme les autres. Et voilà, je voulais le signaler brièvement. Bref, ça c'est le passé et en partie le présent. Maintenant, pour le futur, on peut regarder du côté des arrivées. Et il y a quelques très très belles arrivées à Dortmund. Comment est-ce qu'ils se sont renforcés ? Déjà sur le poste de défenseur central, Nico Schlotterbeck, pris à Fribourg pour 20 millions d'euros, 22 ans. Et Niklas Süle, arrivé libre du Bayern pour 26 ans. Déjà ça, c'est pas mal du tout. Deux énormes prises et on va en parler pendant un petit moment. Süle, déjà, c'est un transfert qui me fait vraiment kiffer. C'est pas souvent qu'on voit un joueur comme ça, dans la force de l'âge, 26 ans seulement, et qui est important au moment où il part. C'est pas souvent qu'on voit un gars comme ça passer du Bayern à Dortmund. On est plus habitué à voir ça dans l'autre sens. Bon, il va faire beaucoup de bien à Dortmund. C'est une armoire à glace mobile, on connaît un peu son style, très imposant physiquement, mais aussi couvre beaucoup d'espace, aussi un vrai pied dans la distribution, même dans l'élimination. Il a joué un petit peu latéral droit au Bayern, on s'en souvient, sur Hansi Flick. Quand on regarde ses chiffres avancés, c'est un vrai plaisir aussi. Les chiffres avancés de Niklas Süle, ils sont là, on le voit. Donc il y a cet apport balle au pied. Sur les apports défensifs, c'est parce que le Bayern se retrouve tellement peu souvent dans une position sans ballon que voilà, ça limite le nombre de pressions, d'interceptions qu'il a pu réaliser. Mais si on veut se convaincre que Niklas Süle est un défenseur qui, balle au pied, fait des différences, top 1% en Europe sur les progressives passeuses. C'est vrai que c'est aussi un peu biaisé par le fait que le Bayern a beaucoup de ballons, mais top 1%, c'est pas mal du tout. Et aussi sur les chevauchés avec ballon, top 7% sur les progressive carries, sur les dribbles, il est bon. Voilà, bref, tout ce volume offensif et tout ce qu'il apporte dans la construction, on le retrouve aussi dans les chiffres, même si on connaît les images. Et en plus de ça, ce que je trouve bien avec Niklas Süle, en plus de ça, c'est que tu ramènes un gars qui a l'expérience du Bayern, qui a choisi de venir à Dortmund pour franchir un cap et devenir un des leaders du club. Moi, j'aime beaucoup ça. Très bonne pioche dans l'absolu et encore plus libre sans avoir dû dépenser d'indemnité de transfert, consentir à une indemnité. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ça fait en gros ton central droit. Et puis donc, pour ton central gauche, Nico Schlotterbeck, on le voit ici. Donc plus un central gaucher, voilà, sur les derniers matchs. Exclusivement un central gaucher, ça c'est ses touches de balle, ça hitmap. Nico Schlotterbeck, avant de regarder des chiffres, on va regarder des images. C'est simple, quasi tout le monde le voulait cet été parce que c'est une énorme pépite. Il a été monstrueux à Fribourg la saison passée et il a vraiment tout. À la fois un stopper hyper agressif, très dur sur l'homme, tout en étant très propre, technique défensive très saine, à la fois grosse sérénité et qualité technique avec ballon, et à la fois, pour ne rien gâcher, décisif sur coup de pied arrêté offensif. Il finit la saison de Bundesliga avec 4 buts, pas mal. Pour un central, sa bio est parfaite aussi, on le voit là, 1m91, gaucher, 22 ans. Voilà, c'est tout ce que tu peux espérer pour te renforcer sur une position où Dortmund était un petit peu faible. Bon, on peut s'autoriser du coup un petit coup d'œil à son tableau statistique et c'est simple, j'ai jamais vu quelque chose de plus impressionnant, enfin c'est le plus beau que je vois depuis plusieurs mois quand on consulte FBref, qu'on compare par rapport aux joueurs de sa position dans les 5 championnats majeurs, par rapport aux défenseurs centraux, il y a du vert absolument de partout. Comme on a dit, c'est un central buteur, donc sur les passes décisives, sur les buts, sa présence sur coup de pied arrêté, ok. Sur les chevauchés avec ballon, sur les dribbles, sur les touches dans la surface adverse, sur les passes progressives, la qualité technique, la sérénité très confortable et crée des différences, casse la première ligne. Et après, il y a tout le volume offensif où il a été mis à contribution parce que Fribourg a dû pas mal défendre aussi. Tacle, interception, bloc, dégagement et duel aérien. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais comme on a dit, 1m88 et très à l'aise sur coup de pied arrêté offensif, 1m91 même, pardon, ça signifie aussi que sur coup de pied arrêté défensif, dans les airs,
il est solide également. Ouais, Nico Schlotterbeck, c'est une des plus belles prises de l'été pour seulement 20 millions d'euros entre guillemets, alors qu'il est coté à 33 sur Transfermarkt. On le voit ici, 20 millions d'euros, il est coté encore plus cher, Dortmund a réussi un bon coup. Nico Schlotterbeck, c'est vraiment pas mal. Et quand tu ajoutes à ça une autre recrue qui a été faite pour 5 millions d'euros à Cologne, petit prix, petit montant pour Salih Özcan, un milieu défensif plus sur l'aspect destructeur et ratisseur, mais assez prometteur, 24 ans. Peut-être qu'il ne sera pas le titulaire, mais je pense qu'il aura des minutes. En tout cas, quand tu ajoutes ça à Nico Schlotterbeck et à Niklas Süle, les deux Nicolas, et tu crées un secteur défensif beaucoup plus performant. L'axe de protection de ta surface est devenu beaucoup plus solide et c'est vraiment une priorité pour Dortmund. Quand on regarde sur les chiffres la saison dernière, Dortmund qui a fini ici deuxième de Bundesliga, finalement entre guillemets qu'à 8 points du Bayern Munich en tête. Bon, le Bayern n'a pas fait sa meilleure saison non plus, seulement 77 unités, 5 défaites, 5 nuls. Mais voilà, Dortmund a fini à 8 longueurs du Bayern. Ils avaient la deuxième meilleure attaque sur le secteur offensif, il n'y a pas vraiment eu de problème. 85 buts en 34 matchs, c'est aussi les standards Bundesliga, mais c'est très respectable. En revanche, quand on regarde les buts encaissés, les buts contre, Dortmund chute à la 9e place. Ici, c'est la 9e défense de Bundesliga avec 52 buts encaissés. C'est beaucoup trop et on l'a constaté tout au long de la saison. Ce Dortmund de Marco Rose avait beaucoup de soucis sur sa protection de surface, sur la défense des grands espaces. En général, Hummels était mis en difficulté et voilà, toute la structure défensive du Borussia Dortmund était en grande difficulté. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Forcément, on imagine que ça va prendre un petit peu de temps à créer une osmose, une entente. La charnière centrale, c'est toujours particulier. Mais prendre Süle et Schlotterbeck, qui montrent d'aussi bonnes prédispositions et qui sont encore jeunes, 26 et 22 ans, moi, ça me rassure vachement sur la qualité défensive de Dortmund. Je pense qu'ils ont fait un vrai pas de géant dans cette zone. Très bien pour eux. Et alors devant, comme on l'a évoqué en intro, il y a eu cette prise Sébastien Haller pour 31 millions d'euros à l'Ajax. Il était censé remplacer Erling Haaland. Il pourrait toujours remplacer Erling Haaland, même sur la saison actuelle. Donc sa situation tumeur testiculaire, c'est quelque chose que d'autres joueurs de Bundesliga ont vécu sur les dernières semaines. Ils sont 3, dont lui. Et il y en a un, Marco Richter de l'Hertha Berlin, qui, même si c'était une tumeur maligne, comme c'est souvent le cas apparemment dans ce genre de situation, même si c'était une tumeur maligne, il s'est fait opérer, l'opération s'est bien passée et il devrait, selon son club, retrouver les terrains d'entraînement dans 2 à 3 semaines. Donc potentiellement, et c'est ce qu'on espère de tout cœur évidemment, peut-être que pour Sébastien Haller, il pourrait y avoir un retour à la compétition plus vite que prévu et Dortmund donc n'aurait pas à se poser la question d'une recrue sur son poste. S'il devait rater une période de temps plus prolongée, une moitié de saison, une saison entière, là je sais pas ce que tu fais, peut-être réfléchir à un prêt. Bon, ça devient une question un peu plus compliquée. T'as quelques gars, t'as quelques options dans ton effectif, même s'ils sont très tendres. Youssoufa Moukoko, par exemple, la pépite qu'on veut voir éclore depuis un moment, que j'ai bien aimé en pré-saison contre Valence notamment. Un dribble qu'il déclenche, j'ai vu les actions majeures. Vraiment pas mal. Daniel Malen, bon, c'est un gros talent, même si première saison assez compliquée pour lui l'an passé, du mal à s'intégrer. Voilà, c'est très tendre, c'est pas les meilleures options, évidemment. Tu peux aussi mettre Marco Reus. En 9, je crois que sur 350 matchs en carrière à Dortmund, il y a joué 30-35 fois en tant que pointe. C'est pas idéal, mais il l'a déjà fait. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de solution parfaite, à moins que la solution ne vienne de la dernière recrue qu'on n'a pas encore mentionnée, de la dernière recrue majeure qu'on n'a pas encore mentionnée. C'est Karim Adeyemi, le prodige de la saison passée à Salzbourg. Karim Adeyemi, c'est un transfert qui est réglé depuis un moment maintenant, mais quasiment toute l'Europe le voulait. À 20 ans, c'est un offensif hyper créatif, hyper mobile, dribbleur. Lui, sur le papier, jouait souvent en tant qu'attaquant central, mais c'était quasi exclusivement à Salzbourg dans un système à 2 pointes, avec lui le joueur plus mobile qui tournait autour de l'autre pointe. Parfois pour prendre la profondeur aussi, il peut très bien prendre la profondeur, mais qui tournait un petit peu autour d'Adamou, autour d'Okafor, la plupart du temps. Voilà. Comme on a dit, il peut bien prendre la profondeur, mais en tant que seule pointe, je sais pas. C'est pas impossible, mais si Dortmund fait un 4-2-3-1, et j'ai l'impression que c'est ça qui se profile, si Dortmund fait un 4-2-3-1, je pense qu'il y a plus de chances de le voir sur un des 3 postes avancés, un des 3 postes de soutien de la pointe, avec Joe Reyna et Marco Reus par exemple, que directement en pointe. Mais voilà, honnêtement, quand on fait le bilan, ça reste un très bel effectif pour Dortmund. Et puis, on ne l'a pas mentionné, mais si Dortmund a perdu Erling Haaland, c'est vrai,
Dortmund a gardé Jude Bellingham. Et ça, c'est pas rien. Lui aussi était extrêmement sollicité, 19 ans. On parlait de sommes à une centaine de millions d'euros. Liverpool était dessus, mais bon, c'était très difficile. Et Klopp n'était pas forcément chaud pour mettre un petit peu plus de concurrence dans son milieu de terrain. Bref, beaucoup de monde aurait voulu prendre Bellingham cet été, mais Dortmund a dit non, quasiment aucune somme. Il l'aurait laissé partir. Tu peux pas perdre Haaland et Bellingham sur le même été. Donc lui reste. Et ça, c'est vraiment pas rien. On lui avait consacré une petite vidéo en début de saison dernière, sur une petite vidéo d'analyse technique, notamment sur sa projection dans le dernier tiers, etc. Top milieu, et le fait que Dortmund le garde, hyper important. Peut-être que sur les zones d'amélioration qu'on peut souligner dans cet effectif, c'est sur les flancs de ta défense. À droite, on va le voir ici, à droite, Thomas Meunier, c'est pas top, disons que c'est pas ta meilleure zone. Surtout si tu joues à 4, surtout si tu joues à 4 derrière, lui en tant que piston à la rigueur pourquoi pas, mais à 4 derrière en tant que seul latéral droit, pas ta meilleure zone. Niveau latéral, je sais que Dortmund a aussi beaucoup été sur David Raum d'Hoffenheim qui a fait une très grosse saison et on va en reparler dans quelques minutes, mais ça va pas se faire. Il est devenu un régulier en sélection, vraiment énorme explosion, mais ça va pas se faire. Du coup, est-ce qu'ils vont recruter à gauche ou est-ce qu'ils vont considérer que Tom Roth, qui sort un peu de leur académie, 17 ans, est-ce que ça, ce sera suffisant pour suppléer Rafael Guerreiro, qui était un petit peu plus en difficulté la saison dernière, même si système différent, peut-être que là, avec le retour d'Edin Terzic, ça se passera mieux, parce que je crois que sous Terzic, c'était pas mal. Mais voilà, est-ce que ce sera suffisant pour suppléer Guerreiro, en sachant que Nico Schulz, c'est une catastrophe, ça a vraiment pas du tout marché. Voilà, il y a peut-être un coup à faire sur les côtés. Si le mercato de Dortmund n'est pas fini, c'est peut-être là que j'aimerais voir une prise, surtout à droite. Mais quoi qu'il arrive, c'est une saison très intéressante qui s'annonce pour Dortmund, avec donc Edin Terzic qui revient sur le banc en remplaçant de Marco Rose. On n'a pas tout dit, on pourrait passer encore plus de temps sur le Borussia Dortmund, on n'a pas tout dit, mais il y a plein de choses à analyser encore sur cette Bundesliga, donc on va passer à notre prochain club et on reparlera de Dortmund cette saison. Ok, du coup, on passe au Bayern, et alors là aussi, c'est hyper intéressant. Ça ressemble un peu à Dortmund en fait, parce qu'ils ont perdu leur talisman offensif, Robert Lewandowski. Ils se sont significativement renforcés sur le secteur défensif. Il y a eu des bonnes prises dans l'entrejeu aussi. Mais voilà, la grosse histoire, c'est que la Bundesliga perd Erling Haaland et Robert Lewandowski, qui est donc, comme on en a fait une petite vidéo en début de semaine, même une longue vidéo d'analyse assez spécifique, etc., qui part donc au Barça pour 45 plus 5 potentiels à 33 ans, 34 ans en septembre. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en remettre ? Alors pour les autres départs, brièvement, comme on l'a dit, bien sûr, Niklas Süle, ça c'est quand même un petit coup dur. Corentin Tolisso, ça c'est un départ libre, bien sûr, à l'Olympique Lyonnais, mon club, j'en suis ravi. S'il peut jouer, ce sera très bien, mais on a dit pas mal de choses aussi quand on dit ça, c'est qu'il était assez indisponible. Je crois qu'il joue peut-être 30-35% des minutes sur sa carrière au Bayern, donc il a raté 2/3 du temps de jeu, à peu près, je crois, 60%. Bon, beaucoup de blessures qui font que c'est pas vraiment un gars sur lequel le Bayern pouvait compter durablement. Ce qui est le plus difficile peut-être à accepter pour le Bayern, c'est niveau comptable. Quand tu as recruté un gars 40 millions et que 5 ans plus tard tu le perds libre, sur les comptes ça a un peu de mal à passer, ça c'est pas foufou. Mais voilà, la perte de Corentin Tolisso libre. Au milieu de terrain, il y a aussi une autre perte, c'est Marc Roca. Pour le coup, qui a été plutôt bien vendu. Il avait été acheté 7 millions d'euros à l'Espagnol Barcelone. Il est vendu 2 ans plus tard seulement 12 millions. C'est jamais vraiment imposé, mais il part à Leeds donc pour 12 millions. Omar Richards aussi a été acheté l'été dernier. Je crois qu'il est arrivé libre l'été dernier. Et il repart l'été suivant pour 8,5 millions d'euros à Nottingham Forest. Ça, c'est pas mal du tout. C'est plutôt un bon coup. Donc le Bayern remplit un petit peu son bilan comptable de cette manière. Et enfin... ça c'est pas encore officiel, mais à l'heure où on s'enregistre c'est très proche. Chris Richards, un autre Richards après Omar Richards, Chris Richards l'américain qui est revenu de près d'Hoffenheim où il a fait une vraie belle saison, est très proche de Crystal Palace en Première Ligue et on parle d'une quinzaine de millions d'euros à peu près pour lui, un autre chèque sympa. Donc voilà en gros pour les départs majeurs du Bayern. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, dans le sens des arrivées, et dans le sens des arrivées, c'est très costaud, avec de vrais renforts à chaque ligne. Sadio Mané déjà pour 32 millions d'euros, en provenance de Liverpool, 30 ans, qui a remporté son ballon d'or africain hier soir comme prévu. Sadio Mané, un attaquant de classe mondiale, un gars qui sort d'une des saisons les plus abouties de sa carrière, peut-être la plus aboutie sur le plan collectif, avec bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations.
de la qualité dans tellement de registres. On va pas faire 100 ans sur Sadio Mané, on le connaît bien, mais voilà, la polyvalence pour jouer un peu de partout sur le front offensif, très utile pour le Bayern de Nagelsmann, je pense. Un gars très bien fibré collectivement, notamment sur le jeu sans ballon. L'école Klopp, ça aide, mais voilà, Mané est capable d'être cet attaquant défenseur. On l'a vu un petit peu en pré-saison. C'était avant-hier ou dans la nuit d'avant-hier à hier. C'était contre DC United et je l'ai vu faire pas mal de courses de pression. 3 ballons récupérés sur la mi-temps qu'il a joué. Pression pure, pression à la perte aussi. Voilà, on va pas présenter Sadio Mané pendant 8 ans, mais grosse prise pour le Bayern et grosse prise pour la Bundesliga aussi, qui perd ses 2 stars peut-être avec Erling Haaland et Robert Lewandowski. On discutera un petit peu du rôle de Sadio Mané tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, comment est-ce qu'il va s'insérer dans ce collectif, mais sur la qualité au moins, il y a déjà une garantie. Ok, voilà pour Sadio Mané, en plus 32 millions d'euros, vraiment pas mal. Matthijs de Ligt ensuite, ça c'est le gros transfert le plus frais, je pense, ça date d'il y a quelques jours. Et Matthijs de Ligt pour 67 millions d'euros, prix à la Juve, 22 ans. C'est assez cher, surtout pour un gars qui n'a pas forcément impressionné ou mis tout le monde d'accord à la Juve. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que je pense que le contexte tactique du Bayern sera beaucoup plus proche du contexte tactique qu'il a fait briller à l'Ajax sous Ten Hag. Je pense beaucoup plus proche de celui qu'il a révélé que le contexte tactique dans lequel il opérait à la Juve d'Allegri, qui était beaucoup plus axé protection de surface, défense de son dernier tiers, les petits centimètres d'alignement, la concentration, etc. C'est quelque chose dans lequel De Ligt, je pense, est un moins bon central que ce qu'il était au Bayern, c'est-à-dire ligne haute, couverture des grands espaces, agressif, pression et aussi beaucoup de ballons à toucher, qualité de distribution, casser la première ligne, etc. Un défenseur central de possession, voilà, je pense qu'il aurait été bien mieux au Barça. À une époque, c'était soit le Barça, soit la Juve. Il allait rejoindre le Barça avec Frenkie de Jong, je crois. Bon, il y a fort à parier que ça aurait été un meilleur choix. Et au Bayern, il va retrouver quelque chose qui est bien plus adapté à ses qualités, peut-être en ayant appris aussi quelques petits trucs de l'école italienne, comme je disais dans mon émission avec Stan sur Koulibaly, le Harvard Polytechnique de la défense centrale. Quand tu sors de Serie A, j'imagine que tu as retiré 2-3 trucs aussi. Donc voilà, un contexte tactique plus favorable pour Matthijs de Ligt. Je pense que grosso modo, on va le voir plus briller. C'est pas le central parfait, mais pour moi, il a beaucoup plus de chances de réussir au Bayern. Et on connaît ses qualités, on connaît son âge, 22 ans. Pour moi, c'est un très très bon coup. Parce que si ça marche, ça va marcher très fort et ça a plus de chances de marcher. Apparemment, il trouve déjà bien ses marques aussi, puisque comme Mané, il a marqué sur quasiment son tout premier ballon en tant que Bavarois. Je crois que Mané, c'était son premier ballon, le penalty qu'il a tiré contre DC United. Et De Ligt, je crois que c'était son deuxième ballon sur ce corner, la reprise de volet pied gauche sous la barre. Ouais, ça va lui faire du bien niveau confiance et sa carrière bavaroise démarre bien. Voilà pour De Ligt. Et enfin, on a cité les 2 recrues fondamentales majeures du Bayern, De Ligt et Mané. Mais il y en a 2 autres qui sont vraiment pas mal aussi. C'est Ryan Gravenberch pour une vingtaine de millions d'euros prix à l'Ajax, un petit peu moins, 20 ans. Et c'est Noussaïr Mazraoui, un petit peu plus âgé, pris à l'Ajax aussi, mais libre. Donc mine de rien, 2 Amstelodamois qui rejoignent le Bayern, en plus de Matthijs de Ligt, ça fait 3. Ce qui est assez curieux un peu, parce que quand on connaît historiquement la relation entre le Bayern et l'Ajax, les années 70, même un peu après, même les années 90, bon, c'est quand même grosse rivalité, même en général, Pays-Bas, Allemagne, historiquement, etc. Voilà, 2 Ajacides plus un 3e, et en l'occurrence pour Ryan Gravenberch et Noussaïr Mazraoui, je crois que le Bayern fait 2 sacrées acquisitions. Gravenberch, je pense qu'il est appelé à devenir, allez, on va dire, un des milieux centraux majeurs de la sélection néerlandaise, peut-être avec Frenkie de Jong, une des paires les plus influentes du football de sélection sur les prochaines années, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Sur le plafond et le potentiel de qualité, c'est ce qu'on voit aussi sur les images, un milieu de terrain vraiment complet, capable de faire beaucoup de choses à la récupération, mais également avec ballon. Ouais, Gravenberch, c'est difficile de ne pas tomber amoureux quand tu regardes les images. Maintenant, c'est plus sur la constance. Même à l'Ajax, il y a eu des périodes avec un petit peu plus de creux. Et quand on jette un petit coup d'œil au milieu du Bayern, l'entrejeu du Bayern, bon, il y a du monde, bien sûr. Goretzka, Sabitzer, Musiala, même si Musiala, c'est généralement un cran plus haut. Il y a du monde, mais je dirais qu'il n'y a vraiment qu'un seul indéboulonnable, c'est Joshua Kimmich. L'autre place dans l'entrejeu, elle est plutôt à prendre. Surtout avec la blessure de Goretzka, je crois que peut-être jusqu'en septembre, en tout cas pour un moment. Il y a quelque chose à faire, et si à la fin de saison tu me dis que le duo qui a joué 70-80% des matchs ensemble c'était Kimmich-Gravenberch, je ne serais pas forcément surpris. Il y a des places à prendre, donc plutôt un bon transfert pour lui, une bonne opportunité pour lui. À 20 ans, quand tu arrives au Bayern et tu te dis j'ai ma carte à jouer pour devenir là le titulaire,
ouais, c'est plutôt un bon contexte. Je ne dis pas que ça va se faire, mais il y a la possibilité de le faire. C'est maintenant à lui de prouver. Ça, c'est forcément assez excitant. Donc voilà pour Gravenberch. Et ensuite, le dernier Mazraoui, on n'en a pas encore parlé. Une petite période compliquée pour lui, post-épopée européenne de l'Ajax. On s'en souvient, cette magnifique saison. Derrière, il y a eu un petit mois un peu plus dur, mais c'était aussi beaucoup des blessures. Et derrière, il est bien reparti, il a bien rebondi. Donc c'est assez positif sur sa trajectoire de carrière. Et quand on regarde le côté droit du Bayern, Pavard, Stanisic, bon, c'est une zone où c'était pas forcément une mauvaise idée de te renforcer. Donc encore un coup assez bien ciblé pour le Bayern. Alors voilà, maintenant je pense que le mercato du Bayern n'est pas encore tout à fait terminé. On parle beaucoup de Konrad Laimer de Leipzig, que j'aime beaucoup, que j'avais envoyé au PSG il y a quelques saisons maintenant dans le cadre d'une de mes vidéos Mercato idéal, que j'imagine Nagelsmann apprécie beaucoup aussi, aimerait le retrouver pour peut-être retrouver cette dynamique de pression, de joueur extrêmement agressif sans ballon et avoir quelqu'un sur lequel se baser pour déclencher ce pressing. Je sais que Leipzig n'est pas très chaud pour le lâcher, mais il sera libre en 2023. Konrad Laimer, il sera libre en 2023. Donc bon, il faut peut-être commencer à y réfléchir. Et on parlait aussi, parmi les potentielles acquisitions du Bayern, on parlait beaucoup à une époque, il y a quelques jours, de Mathys Tel de Rennes. J'en ai quasiment fait une vidéo d'ailleurs, j'aimerais bien. Mais il est possible que ça se fasse dans les jours qui viennent, si le Bayern arrive au prix qui est vraisemblablement demandé par Rennes. Je crois que c'est une trentaine de millions d'euros, voire un peu plus. Ouais, grosse affaire là-dessus. Mais ça soulève surtout une question, peut-être la question fondamentale de cette vidéo, c'est qui pour remplacer Robert Lewandowski. On a vu les acquisitions qui ont été faites pour l'instant, mais il n'y a pas vraiment de pur neuf qui a été pris. Et t'as ton gars qui t'a apporté 344 buts en 375 matchs, toutes compétitions confondues au Bayern, qui est parti. Comment est-ce que tu fais ? C'est quoi ton idée pour remplacer cette pointe ? Alors, aujourd'hui, au 22 juillet 2022, je vois pas le Bayern prendre une très grosse pointe. J'ai envie de dire que c'est presque un peu trop tard, en fait, par rapport à ça. Il y a eu la rumeur Ronaldo, mais le Bayern est visiblement pas intéressé. Tu as quelques journaux de faible réputation, on peut dire comme ça, qui parlaient d'Harry Kane. Mais ça, pour moi, c'est impossible. Je ne vois pas du tout ce transfert se matérialiser. Je ne vois pas du tout Tottenham lâcher Kane cet été. Je ne pense même pas qu'il y a eu des discussions, honnêtement. Transfermarkt évalue la probabilité d'un transfert à 4%, ce qui me semble assez raccord. Mais voilà, tout ça pour dire que dans l'intersaison, aussi tard dans l'intersaison, et surtout, parce qu'on n'est que fin juillet, je vais dire aussi tard sur le bal des attaquants, qui s'est bien matérialisé depuis plusieurs semaines maintenant et qui est quasiment fini. Je veux dire, Haaland est parti, Darwin Núñez est parti, je crois que le Bayern était sur les deux à une époque, Lukaku est parti, Gabriel Jesus est parti, Lewandowski donc voilà est parti. Tous quasiment ont bougé. Du coup, qui est-ce que tu mets en pointe ? J'imagine que la pointe, ce sera Sadio Mané. Je l'imagine aussi parce que tu as tellement de monde sur les ailes de qualité, Leroy Sané, Serge Gnabry, t'as Coman. Si tu mets Mané sur l'aile, c'est vrai que tu peux en avoir plus qu'un des trois titulaires et ça semble être un peu du gâchis. Alors que si tu mets Mané en pointe, tu peux avoir pourquoi pas Sané Gnabry, Sané Coman, réfléchir à d'autres choses. En soutien de la pointe, t'as aussi Jamal Musiala potentiellement, t'as bien sûr Thomas Müller. Il a joué en pointe contre DC United, les 45 minutes qu'il a joué à l'heure où je m'enregistre, les seules 45 minutes qu'il a joué pour le Bayern, il les a faites en pointe, donc peut-être ça aussi ça nous donne quelques indications. Voilà, honnêtement, j'adore pas la situation dans laquelle le Bayern s'est mis par rapport à sa pointe. Perdre Lewandowski et pas avoir de vrai numéro 9, pur numéro 9 de classe mondiale. Il n'y a pas ça dans l'effectif du Bayern. Le pur numéro 9, c'est Zirkzee et Choupo-Moting, c'est pas classe mondiale. Bah, ça fait un petit peu peur. Tu as des options pour t'en sortir malgré tout. En vrai, je pense que celui qui doit remplacer Robert Lewandowski, c'est Julian Nagelsmann. Évidemment pas poste pour poste, mais dans l'idée, c'est lui qui doit trouver la combinaison parce que le secteur offensif du côté du Bayern, il est quand même extrêmement fourni. N'importe quel club rêverait d'avoir autant de joueurs offensifs de top qualité. Donc, il y a peut-être une combinaison à trouver pour te fournir un rendement offensif similaire sans Robert Lewandowski. Dit comme ça, ça va être assez complexe. Mais voilà, avec l'arrivée de Mané, en conservant, tu vois, il n'y a personne d'autre qui est parti, tout le reste du secteur offensif est resté. Peut-être en ajoutant un attaquant central de renfort, suppléant comme Mathys Tel, ce qui était évoqué. Avec tout ça, ou peut-être un petit peu plus capé aussi potentiellement, mais avec tout ça, tu as de la matière qui pour moi, si elle est bien modelée, si elle est bien combinée, peut te faire tenir un petit moment avant peut-être là de prendre un vrai numéro 9 l'été prochain, quand tu as un petit peu plus de temps pour te positionner, à voir. Voilà. Maintenant, je vais dire que c'est difficile, mais c'est aussi entre les mains d'un coach
et d'un coach qui, quand il a perdu Timo Werner sur la saison 2020-2021, la saison de Leipzig en 2020-2021, pas celle où ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, celle d'après, où ils font quand même dauphin en Bundesliga, où ils vont quand même en finale de Coupe d'Allemagne, où ils battent le PSG en phase de groupe de la Ligue des Champions sur un des 2 matchs. Bon, ce Leipzig-là était pas mal non plus, et tout ça, ça a été fait avec 8 joueurs à 6 buts ou plus, et quand on enlève Sorloth et Poulsen en plus qui n'est pas forcément un pur 9 pointe absolu, il peut aussi évoluer sur le côté, etc. Quand on enlève malgré tout Sorloth et Poulsen, tu as 6 gars là, Zabitzer, Forsberg, Angelino, Nkunku, Dani Olmo et Aïdara, qui ont rien à voir avec des attaquants de pointe absolument centraux. Voilà, ils ont réussi à faire sans Timo Werner. Les 6 là qu'on vient de mentionner, à eux 6 plantent quand même 48 buts ou 46 buts. Aucun numéro 9 là-dedans, aucun joueur de la trempe de Sadio Mané non plus. Ça, c'est quand même, tu vois, dans les 8 dont on parle, tout l'effectif, il n'y a aucun joueur de la qualité de Sadio Mané et peut-être aucun joueur de la qualité, quand ils sont à leur top niveau, de Leroy Sané, de Kingsley Coman, bien sûr de Serge Gnabry, si tu acceptes peut-être le Christopher Nkunku de la saison passée. Là, ok. Mais voilà, tout ça pour dire, Nagelsmann a réussi à s'en sortir sur cette année post-Timo Werner. Le truc qui m'inquiète davantage, peut-être, c'est plus la profondeur. Si Mané se pète, derrière, si tu fais pas de recrue, ça c'est tes options en tant que remplaçant numéro 9. Et on sait que ça c'est un problème un peu latent au Bayern parce qu'il y avait personne sous Robert Lewandowski. C'était peut-être ça aussi le problème d'avoir un 9 de la trempe de Robert Lewandowski. C'est à quoi ça servait quand tu avais vraisemblablement le meilleur ou un des 2 meilleurs numéro 9 du monde sur cette période. À quoi ça servait de mettre un gars très très fort et de dépenser 50 millions d'euros sur un suppléant? Bah, peut-être que ça servait à ne pas perdre contre le Paris Saint-Germain l'année où Lewandowski se pète pour cet écart de finale. Voilà, ça c'est vrai que ça te coûte cher. Et voilà, le Bayern pourrait à nouveau se retrouver dans cette situation en cas de, ce qu'on ne souhaite pas, en cas de blessure de Sadio Mané. Maintenant voilà, comme on l'a dit, le secteur défensif a été très bien renforcé. De Ligt, Mazraoui, les 2 qui se connaissent bien en plus, et les 2 qui vraisemblablement vont jouer sur le côté droit de la défense. J'ai vu que contre DC United, De Ligt était à droite, il est droitier. Voilà, ça c'est pas mal aussi, tu crées une petite connexion, on l'a pas encore évoqué. Un autre ex-Ajaxide, bien sûr, Ryan Gravenberch, ça aussi ça peut être pas mal. C'est une saison très importante pour le Bayern qui, mine de rien, perd son numéro 9 qui était là depuis 8 saisons. Et avec un coach en lequel, perso, je crois beaucoup, mais qui est quand même et qui va être sous une très grosse pression après les déceptions de la saison dernière. Les déceptions, c'est peut-être une Bundesliga, la 10e, qui est remportée, mais avec moins de marge, moins d'avance. 5 défaites, comme on l'a dit, 5 défaites, 5 nuls. C'était pas forcément le standing Bayern. J'ai en tête cette défaite à Bochum, par exemple, 4-2. Voilà, il y a eu des moments où ça a un petit peu plus tremblé. Et c'est bien sûr la grosse déception de la Ligue des Champions, éliminée par Villarreal, etc. Bref, ça va être une saison hyper intéressante pour le Bayern. Et donc enfin, un petit peu plus rapidement cette fois, on va parler des 4-5 autres clubs qui m'intéressent. 2 surtout, c'est Leipzig, le Rasenballsport Leipzig ici, et Leverkusen. Ils ont tous les 2 fini dans le top 4 la saison passée, on va le voir là sur le classement de la saison passée, tous les 2 dans le top 4. Leipzig, pas loin de sortir du top 4, 1 point seulement devant l'Union Berlin, qui a fait aussi une fantastique saison. Voilà, ça c'est notre top 4, les 4 qu'on retrouvera en Ligue des Champions. Et c'est marrant parce que ces 2 clubs, Leverkusen et Rasenballsport Leipzig, les 2 derrière le duo, sont un petit peu dans la même situation. D'ailleurs, comme Dortmund et le Bayern, c'est un peu la même situation. Les 2 perdent leur 9, les 2 stars de la Bundesliga, Haaland, Lewandowski. Leipzig et Leverkusen, pour moi, ça se ressemble dans le sens où ils ont tous les 2 gardé ce que je vais considérer comme étant leurs meilleurs joueurs. En plus, leur meilleur joueur, c'est tous les 2 le même dans le sens où c'est un jeune attaquant français de région parisienne qui a planté un double-double. Bon, on ne fait pas de spoil quand on dit ça. C'est Christopher Nkunku avec ses 20 buts et 13 passes décisives et c'est Moussa Diaby avec ses 13 buts et 12 passes décisives. Leipzig et Leverkusen vont réussir à garder les 2 vraisemblablement. Je pense qu'on ne s'avance pas trop quand on dit ça. Bon, on verra, il reste encore un peu de temps. Il peut toujours avoir une offre à 80 millions qui tombe, mais vraisemblablement les 2 vont rester. Et c'est les 2 seuls joueurs de Bundesliga à avoir réussi un double-double. Peut-être quand on dit Diaby, le meilleur joueur de Leverkusen. Bon, faut pas oublier la grosse saison de Patrick Schick aussi, qui finit 2e meilleur buteur du championnat devant Erling Haaland. On va en reparler un petit peu. Mais bref, je me recentre. Les 2 ont gardé 2 joueurs fondamentaux et les 2 se sont renforcés vraiment significativement. Quand on regarde un petit coup d'œil, quand on jette un petit coup d'œil au transfert du Rasenballsport Leipzig, non seulement ils ont pris Xaver Schlager, le milieu de terrain destructeur de Wolfsburg, pour 12 millions d'euros alors qu'il en vaut sans doute plus.
24 ans, un bon futur, vraiment grosse qualité sur la récupération, etc. Non seulement ils ont pris ce milieu destructeur autrichien très coté, mais en plus, hier soir, juste avant de me coucher, j'ai vu, et on avait la page tout à l'heure, j'ai vu qu'ils sont très proches de signer David Raum et personne s'y attendait. C'était Dortmund qui était sur ce dossier, qui finalement a reculé parce qu'Hoffenheim en demande une énorme somme. Et apparemment, c'est Leipzig là qui va emporter la mise. C'est Fabrizio Romano qui a mis un tweet en ce sens. David Raum qui a fait une saison extraordinaire à Hoffenheim, qui a tout simplement explosé la saison passée. Boum. Et comme on dit, Hoffenheim qui en demande une somme folle, entre 40 et 50. Voilà, c'est marrant parce que quand je regarde Leipzig, je me dis, est-ce que c'est vraiment eux qui en ont le plus besoin? Parce qu'on le rappelle, ils ont quand même Angelino sur ce poste, qui pour moi donnait bien satisfaction. Après, peut-être que tu peux mettre Raum plus bas, Angelino plus haut, en fonction de ce que Tedesco veut construire avec ce Leipzig. Mais voilà, c'est une prise surprenante, mais pour sûr, tu as maintenant beaucoup de qualité sur ton flanc gauche. Et ils ont fait cette belle prise. Ils ont bien sûr gardé Christopher Nkunku, comme on a dit, mais ils ont aussi gardé Josko Gvardiol, qui était très demandé. Je sais que Tottenham était dessus, 20 ans, lui va encore sans doute progresser, on en parle depuis un petit moment. Ils ont gardé pour l'instant Konrad Laimer, à voir s'il cède finalement au Bayern de Nagelsmann, mais pour l'instant ils l'ont encore. Ils ont gardé Dani Olmo, ils ont gardé Dominique Szoboszlai. Pas tout le monde n'a encore parfaitement éclos, mais voilà, il y a de la matière. Donc ça c'est pour Leipzig, et ensuite du côté de Leverkusen, on y est là sur le Bayer Leverkusen. Comme on a dit, ils ont gardé Diaby et ils ont ajouté un gars, et là ça me fait très plaisir, ils ont pris Adam Lozek, le Tchèque, la future superstar tchèque de 19 ans, au Sparta Prague contre 13 millions d'euros. Adam Lozek, on en parlait depuis un petit moment parce qu'on a notamment mentionné à l'époque de l'Euro 2020/2021 les bons matchs de la République tchèque, la victoire contre les Pays-Bas, etc. On parlait régulièrement d'Adam Lozek à cette époque, il avait fait quelques apparitions, il a quasiment autant de sélections que d'années, il a 19 ans, 18 caps déjà avec les A, depuis 2 ans qu'il joue chez les A. Et non seulement c'est cet attaquant mobile d'1m88, d'énorme qualité, énorme potentiel, voilà, vraiment un gars qui joue un football assez sympathique, mais en plus, à Leverkusen, il va retrouver, qui est-ce qu'il va retrouver? Il va retrouver son compatriote de la sélection, Patrick Schick. Adam Lozek, Patrick Schick comme doublette tchèque, ouais, ça fait vraiment kiffer. Comme on l'a dit, Patrick Schick qui a fini la saison dernière à 24 buts et 3 petites passes décisives aussi, 24 buts en 27 apparitions de Bundesliga, le deuxième meilleur buteur, le dauphin de Robert Lewandowski devant Erling Haaland. Alors, il est quand même très sollicité sur ce mercato, je vois des trucs passer un peu partout, à une époque Manchester United apparemment était dessus, mais j'ai pas l'impression que les Leverkusen ne veulent le lâcher, et j'ai pas l'impression qu'ils vont le lâcher. Genre là, si je devais me positionner aujourd'hui, je dirais qu'il va rester la saison prochaine, on verra, il reste encore du temps. Mais quelle histoire ce serait, Lozek, Schick en pointe de l'attaque des Leverkusen, le mentor et son second, deux profils qui se ressemblent un petit peu sur des attaquants longilines, mais assez techniques, mobiles, etc. Ça ferait kiffer. J'ai vu en plus, pour finir sur les Leverkusen, j'ai vu en plus que Florian Wirtz, bien sûr, qui s'était fait les croisés en mars dernier, grosse blessure, et ça c'était vraiment un moment triste de la planète foot, apparemment il pourrait revenir peut-être un peu plus tôt que prévu, en tout cas sur ce début de saison, c'est pas impossible. J'ai vu qu'il a commencé à retoucher des ballons, c'est de l'entraînement encore light, mais il a retouché des ballons. Peut-être que septembre, octobre, novembre, quelque chose comme ça. Ce Leverkusen est très excitant, il y a vraiment beaucoup de joueurs hyper prometteurs, tu as juste à regarder l'âge 21, 19, 23, 22, 22 et tous les autres qu'on a mentionnés. On va les voir en phase de groupe de Ligue des Champions en plus, donc c'est encore un truc qui rend cette Bundesliga sympathique. Et alors pour finir brièvement, 2 autres clubs que je vais mentionner, malheureusement on va pas pouvoir parler de tout le monde, déjà parce que mon expertise sur la Bundesliga est quand même limitée, à partir de la seconde partie de tableau ça commence à devenir un peu plus obscur, en plus on n'a pas beaucoup de temps, ça fait déjà une très très longue vidéo, donc désolé pour ceux qui soutiennent d'autres clubs, etc. On va essayer de step up sur notre expertise sur les mois et les années qui viennent. Mais ce que j'ai envie de mentionner là, dans les quelques minutes qui nous restent, c'est Wolfsburg déjà qui a fait quelques acquisitions intéressantes. Kaminski, le Polonais de Lech Poznan, pour 10 millions d'euros, côté à 10, un ailier gauche. Svanberg de Bologne pour 9 millions, côté à 15, milieu central. Voilà, plein de petits jeunes, et notamment un, lui je connais, une des révélations de la saison en Bundesliga, Patrick Wimmer. Vraiment un délice, un gars grosse qualité technique, et les droits hyper créatifs qui t'envoie des passes décisives en Rabona. Vraiment un joueur à surveiller, s'il peut nous envoyer encore quelques coups du foulard à Wolfsburg. Et cette équipe qui était un petit peu en difficulté, peut-être va lancer un nouveau cycle de reconstruction.
Ça peut être intéressant. Un autre club qui fait des trucs pas mal, le vainqueur de l'Europa League, qu'on va donc retrouver en Ligue des Champions aussi, et qu'on va retrouver dans quelques jours pour la Super Coupe d'Europe contre le Real Madrid, c'est bien sûr l'Eintracht, l'entente de Francfort, qui a fait 2-3 trucs pas mal du tout. Mario Götze, qui a été pris au PSV Eindhoven pour 4 millions d'euros, t'encours pas un grand risque, un milieu offensif créatif. Peut-être que tu peux l'associer à Jesper Lindström, qui est la véritable pépite de Francfort. Bon, ça pourrait être un truc peut-être pour l'épauler, entourer sa progression, encadrer sa progression. Ok, pour Lindström et Mario Götze. Ils ont pris aussi Jens-Peter Hauge, qui s'est jamais vraiment imposé à l'AC Milan, qui avait pourtant bien détonné à l'époque avec Bodo Glimt. Voilà, 22 ans seulement, encore toute une carrière devant lui. Assez intéressant de voir s'il peut franchir ce palier. Et bien sûr, un gars qu'on connaît très bien, qui est un petit peu plus bas sur la liste, car il a été pris libre, c'est Randal Kolo Muani, 23 ans seulement, encore une belle marge de progression. Bon, ils ont pris Lucas Alario aussi, il y aura un petit peu de concurrence devant, mais voilà, je pense qu'il aura pas mal de minutes. Et ouais, Francfort, attention, et attention notamment en Ligue des Champions, où on aura plus d'opportunités de les regarder. Ouais, ça va être cool. Peut-être le tout dernier mot de la vidéo, il est un petit peu plus haut si je me trompe pas, et c'est un gars que j'aime beaucoup, que j'avais envoyé dans le cadre de ma vidéo, un joueur pour chaque club de Ligue 1 en début de mercato. C'est Angelo Fulgini, qui était fut un temps lié à Gladbach, c'était l'année passée, ça s'était pas fait au mercato hivernal, et finalement Mainz le prend pour 5 millions d'euros seulement, ce qui semble être une vraie belle pioche. Moi, je l'avais envoyé à Strasbourg. Bon, il va directement en Allemagne, pas juste à la frontière, pas juste à côté. Voilà, à voir ce que ça va donner. Et lui aussi, 25 ans seulement, a potentiellement encore un autre step à franchir. Mais déjà, à Mayence, on espère le voir faire une belle carrière. Voilà, en gros, pour ce qu'il y avait à dire sur la Bundesliga. Il reste quand même notre petite conclusion. Qui est donc le vainqueur de cette intersaison ? Franchement, c'est pas facile. Si on se remet brièvement les noms, Bayern et Dortmund, comme on a dit, qui ont perdu leur pointe, qui était leur meilleur joueur, et les deux ne l'ont pas encore vraiment remplacé. Mané, c'est pas un pur neuf, à l'heure, même si on le souhaite très fort, on ne sait pas encore s'il va pouvoir faire la saison. Donc, grosse question autour de ces deux choses-là, mais en même temps, les deux clubs se sont renforcés très fort dans les autres secteurs, avec deux très belles acquisitions sur le secteur défensif pour chacun, Matthijs de Ligt et Mazraoui, Schlotterbeck et Niklas Zule pour Dortmund, un milieu axial prometteur, Ryan Gravenberch du côté du Bayern, Karim Adeyemi, la pépite offensive hyper créative, donc un petit peu plus haut pour Dortmund, une star africaine, ivoirienne en l'occurrence, expérimentée pour Dortmund avec Sébastien Haller, une superstar africaine, en l'occurrence sénégalaise, encore plus qu'expérimentée, hyper expérimentée, Sadio Mané. Voilà, c'est vraiment pas facile à trancher. Je dirais que, comme d'habitude, chaque saison, le Bayern va partir avec une longueur d'avance. On parle quand même d'une machine de guerre décuple championne d'Allemagne en titre. Mais je dirais qu'ils n'ont pas pris plus d'avance grâce à ce mercato. Je dirais que les cartes ont été assez bien rebattues des deux côtés et que voilà, personne n'a pris une vraie longueur d'avance avec ce mercato. Ça reste un peu kiff-kiff. Si toutes les pièces s'enclenchent bien, quand on regarde du côté de Dortmund, si toutes les pièces s'enclenchent bien pour Dortmund, on peut penser qu'ils auront ce qu'il faut pour aller challenger dans une année post-Lewandowski. Si vraiment l'entente prend vite, il y a cette idée-là. Si toutes les pièces s'enclenchent bien pour le Bayern, eux peuvent faire une saison où ils challengent pour la Ligue des Champions, où ils font partie des 2-3 prétendants majeurs pour le titre en Champions, alors qu'ils sont peut-être pas encore tout à fait dans cette catégorie, notamment quand tu es sorti contre Villarreal la campagne précédente, que tu n'as pas encore trouvé ton entente parfaite sous Nagelsmann, etc. Voilà. Il y a de la marge à aller chercher pour les deux. Il y a encore un plafond à aller chercher, mais il y a beaucoup d'incertitudes. C'est ça qui rend le truc assez cool. Alors, je vais quand même me forcer un peu à répondre à la question du titre. On est sérieux, on va pas poser une question et ne pas se mouiller un petit peu. Si je devais absolument trancher, du coup, je pense que je dirais Dortmund. Je pense que la perte de Lewandowski pour le Bayern, ton buteur star depuis 8 ans, le meilleur joueur du monde en 2020, on peut argumenter aussi peut-être en 2021, bah ça je pense que ça fera plus mal en fait que perdre un Erling Haaland qui était très important aussi pour sûr, mais qui était peut-être moins inséré fondamentalement dans ce que fait Dortmund. Dortmund peut peut-être plus facilement s'en remettre. Je veux dire, il était là depuis beaucoup moins longtemps que Lewandowski et
Ça, c'est un argument. Et le deuxième argument, c'est qu'il y a aussi, c'est vrai, sur cette intersaison, il y a un club qui a pris un joueur important à l'autre. Et pour une fois, c'est pas dans le même sens que d'habitude, avec Niklas Süle. Donc tout ça, ça fait que pour l'instant, au 22 juillet 2022, il y a de grandes chances que ça change d'ici quelques semaines. Mais pour l'instant, je vais donner cette couronne honorifique et provisoire au Borussia Dortmund. C'est vraiment parce qu'il faut trancher. Comme on l'a dit, c'est pas fini non plus. Ok, quoi qu'il en soit, très très beau mercato, sans parler même de Leipzig et Leverkusen qui se sont nettement renforcés, sans parler de ce que fait Francfort, de ce que fait Wolfsburg dans une moindre mesure. Aussi rien à voir, mais je suis très content de voir que Schalke et le Werder sont remontés immédiatement après être redescendus. Deux clubs importants, de belles couleurs aussi. Voilà, ça c'est kiffant, très belle saison de Bundesliga en perspective, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer quand on se dit que c'est la saison où Lewandowski et Haaland partent. Il y avait de quoi vivre un petit coup de déprime, un petit blues. En vrai, non. Moi, je trouve que ça a l'air d'être une super saison qui s'annonce. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour vous, qui est en train de remporter ce mercato? J'imagine qu'il y a pas mal de supporters du Bayern et de Dortmund. J'en vois régulièrement dans les commentaires, sur Twitter, etc. Voilà, j'espère que j'ai représenté le mieux possible les intérêts de votre club, les enjeux. Mais n'hésitez pas à compléter en commentaire. Moi, je sais pas grand chose dans l'absolu, hein, c'est mes recherches et ce que je regarde, etc. Mais un supporter qui regarde 50 matchs par saison a toujours un œil plus avisé. Faites-moi part de vos impressions. Et voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il y en a encore plein qui arrivent, notamment une très importante. On en reparlera la semaine prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, un très bon week-end aussi qui arrive. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très vite. Bisous.